dans la réception la plus somptueuse de la vallée de la Loire, un multimilliardaire ignorait son propre fils en fauteuil roulant, jusqu'à ce qu'il voie une petite fille des rues, sale et invisible, s'approcher de lui. Ce qui semblait n'être qu'une énième humiliation allait se transformer en un défi cruel devant toute l'assemblée. « Si tu danses avec mon fils dans son fauteuil, je t'adopte », lança le milliardaire. Les rires résonnèrent dans le vaste salon. Mais lorsque la musique commença, un événement survint qui paralysa toute l'élite présente et fit réaliser à cet homme qu'il était sur le point d'affronter la plus grande erreur de sa vie. Je vais vous raconter cette histoire depuis le début. Léo Riva avait tout, littéralement. Des milliards en banque, des propriétés dans 3 pays, et une collection de véhicules inestimables, dont une rarissime Citroën 2CV d'époque restaurée qui valait une fortune. Cette nuit d'octobre, il fêtait ses 39 ans et la fête était d'un luxe tel que même les passagers du TER à travers la région ne parlaient que de ça. C'était la célébration de l'année. Le salon brillait de 1000 feux, sous les lustres en cristal. Sur les buffets, aux côtés des mets les plus raffinés, on servait un bœuf bourguignon traditionnel d'une excellence rare, dont les effluves se mêlaient au parfum des robes de créateurs. L'élite de la France était là, politiciens, chefs d'entreprise, célébrités, tous riant, trinquant, prenant des photos. Mais dans un coin du salon, oublié comme un vieux meuble, se trouvait Lucas. Lucas Riva avait 10 ans, des yeux tristes et de petites mains posées sur les roues de son fauteuil. Depuis l'accident survenu 2 ans plus tôt, il ne marchait plus, et depuis lors, il semblait que personne ne le voyait plus, ni les invités, ni son propre père. Léo passait à côté de lui sans s'arrêter, saluait tout le monde, riait aux éclats, parlait affaires, mais ne posait pas le regard sur son fils une seule fois. Lucas observait tout en silence. Les gens qui dansaient, les rires, la musique. Il voulait être là, au milieu d'eux. Il voulait qu'on lui demande comment il allait. Il voulait compter pour quelqu'un. C'est alors qu'elle entra. Manon avait 9 ans et des vêtements qui semblaient avoir vu le monde entier, sa robe sale et délavée. Elle s'était glissée par la porte arrière, silencieuse comme un chat, portant un sac en toile sur le dos. Personne ne la remarqua. Elle était douée pour ça, être invisible. Manon allait de table en table, récupérant les bouteilles vides. Survivre dans les rues, c'était ça, ramasser ce que les riches laissaient derrière eux. Elle faisait cela depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait plus de ce que c'était que d'avoir un foyer. Mais soudain, elle vit Lucas, un enfant seul, triste, qui lui ressemblait. Manon arrêta de ramasser les objets, marcha doucement vers lui et sourit. « Salut », dit-elle simplement. Lucas cligna des yeux, surpris. Personne ne lui parlait ainsi, sans pitié, sans regard étrange. « Salut », répondit-il presque dans un murmure. « Pourquoi tu es ici tout seul ? C'est ta fête ? » demanda-t-elle. « C'est celle de mon père. » Ah. Manon s'assit par terre, à côté du fauteuil. « Mon père, je ne l'ai jamais connu. Ma mère est décédée, alors maintenant, il n'y a que moi. » Lucas ne sut pas quoi dire, mais pour la première fois depuis des mois, il sourit. Et ce fut exactement à ce moment-là que Léo les vit. Il s'arrêta au milieu d'une conversation, se retourna et vit son fils souriant à une petite fille sale, en haillons, qui n'avait clairement pas sa place ici. Léo traversa le salon d'un pas lourd. La musique sembla baisser d'intensité. Les gens s'en rendirent compte. Tous regardèrent. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Léo était glaciale. Manon se leva, effrayée. Lucas baissa la tête. Léo toisa la petite fille de haut en bas avec mépris. « Qui t'a laissé entrer ? Tu crois que c'est un refuge ici ? » Manon serra fort son sac contre elle. « Je parlais juste avec lui. » « Parler ?» Léo lâcha un rire gêné. Les invités rirent avec lui, nerveusement. Il se pencha pour la regarder dans les yeux. « Tu sais danser, gamine ?» Manon cligna des yeux. « Oui. » « Alors, faisons un marché. » Léo se redressa, ouvrant les bras vers le public. « Si tu réussis à danser ce tango avec mon fils qui est dans ce fauteuil, je t'adopte. » La salle éclata de rire. Certains applaudirent, trouvant cela génial. D'autres secouèrent la tête, mal à l'aise, mais tous pensaient la même chose, c'était une plaisanterie cruelle. Lucas sentit son visage brûler de honte, mais Manon ne détourna pas le regard. « D'accord, dit-elle. J'accepte. »
Léo sourit, confiant. Cela allait être divertissant. Le pianiste, dans un coin du salon, regarda Léo en attendant l'ordre. Léo hocha la tête. La musique commença. Un tango, lent au début, profond, mélancolique. Manon respira profondément. Elle ferma les yeux une seconde et, quand elle les rouvrit, elle n'était plus à la fête. Elle s'imagina avec sa mère, et personne d'autre ne comptait. Chloé, la danseuse la plus talentueuse de la Provence, disait-on. Manon se souvenait d'elle, dansant dans la petite salle de l'appartement, les pieds nus sur le sol froid, les bras levés comme des ailes. Ressens la musique, ma fille, ne danse pas avec tes pieds, danse avec ton cœur. Manon ouvrit les yeux, regarda Lucas. Tu me fais confiance? Lucas, nerveux, acquiesça. Manon prit sa main et commença. Elle n'essaya pas de faire lever Lucas. Elle ne fit pas semblant que le fauteuil n'existait pas. Au contraire, elle dansa avec lui. Elle utilisa les roues comme partie intégrante de la chorégraphie, tourna autour de lui, soutint ses bras, s'inclina, guida le fauteuil avec des mouvements doux et précis, comme s'il ne faisait qu'un. Lucas, pour la première fois, ne se sentit pas brisé, il se sentit partie prenante de quelque chose de beau. Les pas de Manon étaient parfaits. Chaque mouvement avait une intention, chaque tour, chaque pose, chaque regard. Elle ne faisait pas que danser, elle racontait une histoire, l'histoire d'une fille perdue, d'un garçon oublié, de deux âmes qui s'étaient trouvées. La salle devint silencieuse. Plus personne ne riait. Certaines personnes portèrent la main à leur poitrine, d'autres essuyèrent discrètement leurs yeux. Et Léo était paralysé, car il reconnaissait ses pas. La musique toucha à sa fin. Manon et Lucas s'arrêtèrent au centre du salon, haletants, main dans la main. Pendant 3 secondes, rien. Et puis une personne commença à applaudir, puis une autre, et une autre. En quelques secondes, toute la fête était debout pour applaudir. Certains pleuraient ouvertement, d'autres criaient « Bravo ». Mais Léo n'applaudissait pas. Il regardait Manon comme s'il avait vu un fantôme. Léo s'approcha lentement. Sa voix sortit tremblante. « Comment as-tu appris à danser comme ça ?» Manon, tenant toujours la main de Lucas, répondit « Ma mère me l'a appris avant de mourir. »« Ta mère ?» Léo déglutit difficilement. « Comment s'appelait-elle » ? Chloé. Le monde s'arrêta pour Léo Riva. Chloé était jeune quand il l'avait connue. Elle était danseuse dans un petit bistrot de la Provence. Lui débutait dans le monde des affaires. Elle était pleine de vie, de rêves, de lumière. Ils étaient tombés amoureux en 3 semaines, mais la famille de Léo n'avait pas accepté. « Elle n'est pas de notre niveau, Léo. Tu épouseras quelqu'un de ta classe. » Et il avait obéi. Il avait abandonné Chloé sans explication, sans adieu. Il avait simplement disparu de sa vie. Il n'avait plus jamais entendu parler d'elle. Maintenant, des années plus tard, il était face à sa fille, l'enfant qu'il venait de tenter d'humilier devant tout le monde. Léo sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu es la fille de Chloé. » Manon acquiesça, confuse. « Oui. »« Pourquoi ?» Léo ne put répondre. Il se retourna, marcha jusqu'au coin bar, se servit un verre de vin rouge, le but d'un trait, puis en servit un autre. Les invités commencèrent à chuchoter, quelque chose n'allait pas. Lucas regarda Manon avec inquiétude. « Ça va ? » « Je suis là, » dit Manon, même si elle ne comprenait rien. Léo revint. Il avait les yeux rouges. « Chloé. Quand est-elle décédée ? » « Il y a 3 ans. Un cancer. » Léo ferma les yeux, les larmes coulèrent avant qu'il ne puisse les retenir. « J'ai connu ta mère, » dit-il d'une voix brisée. « Je l'ai aimée, mais je l'ai abandonnée par lâcheté. » Manon resta sous le choc. Lucas serra sa main plus fort. Léo regarda autour de lui. Tout le monde observait. Il s'agenouilla devant Manon. « J'ai fait une promesse et je vais la tenir. Pas parce que j'ai perdu un pari, mais parce que je le dois à elle, et à toi. » Manon ne savait pas quoi dire, ne savait pas si elle devait le croire, mais Lucas tenait sa main et, pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas seule. Léo l'emmena chez eux ce soir-là. La maison de campagne était immense, avec des chambres énormes,
des salles de bain en marbre, des meubles dignes d'un musée. Manon resta figée sur le seuil, ne sachant pas si elle pouvait entrer. « Tu peux marcher ici », dit Léo avec douceur. « Tu peux marcher n'importe où. C'est ta maison maintenant. » Elle entra lentement. Elle posa ses baskets sales sur le tapis blanc, se sentant coupable, mais personne ne se plaignit. Lucas souriait à l'autre bout du salon. « Viens voir ma chambre. » Manon le suivit. La chambre de Lucas était remplie de jouets qui semblaient n'avoir jamais servi. Des jeux vidéo, des voitures télécommandées. Tout était parfait, tout était impersonnel. « Tu peux rester ici cette nuit, » dit Lucas. « Je peux dormir sur le canapé. » « Non, » dit Manon rapidement. « Je dors par terre. »« Je dors toujours par terre. »« Pas ici, » dit Léo depuis la porte. « Ici, tu dors dans un lit. » Il l'emmena dans une chambre d'amis. Un lit immense, des draps propres, des oreillers moelleux. Manon toucha le lit comme si c'était quelque chose de sacré. « C'est à moi pour aujourd'hui ? » « Oui. Demain, je préparerai une vraie chambre pour toi. » Manon ne put retenir ses larmes. Elle s'assit sur le lit, s'enfonça dans le matelas et, pour la première fois depuis des années, elle se sentit en sécurité. Cette nuit-là, elle rêva de sa mère, et Léo, à l'étage du dessous, prit une décision qui allait tout changer. Le lendemain, Léo entra dans le bureau de l'avocat de la famille. « Je veux lancer une procédure d'adoption. » L'avocat ajusta ses lunettes. « D'accord. Pour un enfant d'un orphelinat ? Une adoption internationale ? Non. Pour une petite fille de 9 ans qui vit dans la rue. Manon. » L'avocat manqua de tomber de sa chaise. « Monsieur Riva, avec tout le respect que je vous dois, êtes-vous sûr ? Une fille de la rue ? Sans antécédents, sans papier ? Je suis sûr et je suis pressé. Commencez les démarches aujourd'hui. » La nouvelle filtra en 2 jours. Dans toute la région, on ne parlait que de ça, les commentaires sur les réseaux sociaux étaient cruels, mais Léo ne recula pas. Il affronta des réunions avec des associés qui lui mettaient la pression, des dîners où d'anciens amis l'évitaient, des appels de membres de la famille disant qu'il salissait le nom Riva. Un après-midi, son meilleur ami, Hugo, sonna à la porte. « Léo, qu'est-ce que tu fais ? Tout le monde en parle. » « Qu'il parle ? Tu jettes ta réputation à la poubelle pour une gamine que tu ne connais même pas. » Léo le regarda avec une fermeté qu'Hugo n'avait jamais vue. « J'ai abandonné sa mère il y a des années parce que ma réputation m'importait plus que de faire ce qui était juste. Je ne commettrai pas la même erreur 2 fois. » Hugo partit en claquant la porte, mais à l'intérieur de la maison de campagne des Riva, un miracle se produisait. Lucas changeait. Depuis que Manon était arrivée, il souriait plus, riait, jouait, et avec ses encouragements, il recommença la physiothérapie. Tous les jours, 2 heures. Manon restait à ses côtés, tenant sa main, disant « Tu peux le faire. Je sais que tu peux. » Et il essayait chaque jour plus fort. Les médecins étaient impressionnés. « Monsieur Riva, je ne sais pas ce qui a changé, mais Lucas réagit. Il y a du mouvement dans les jambes, chose que nous n'avions pas vue depuis des mois. » Léo regarda Manon assise près de son fils, lui lisant un livre à voix haute. Et pour la première fois de sa vie, Léo Riva sut ce qu'était aimer vraiment. Des mois plus tard, la procédure d'adoption fut approuvée. Manon devint officiellement Manon Riva. Léo organisa une cérémonie petite mais émouvante, seulement avec des proches, et comme cadeau, il annonça la création du Centre culturel Chloé, un espace dédié à l'enseignement de la danse, de l'art et de la musique aux enfants défavorisés. L'inauguration fut fixée un soir de pleine lune. Des centaines de personnes assistèrent à l'événement, certaines par curiosité, d'autres parce qu'elles avaient suivi l'histoire et voulaient y croire. Le salon était comble. Léo monta sur scène, nerveux. « Bonsoir. Il y a quelques mois, j'ai commis une erreur. J'ai tenté d'humilier une enfant, mais elle, avec courage et talent, m'a prouvé que j'avais tort. Pas seulement ce jour-là, mais toute ma vie. » Il regarda Manon dans le public. « Cet enfant m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, c'est un choix, c'est de l'amour, c'est une présence. » Manon s'essuya les yeux. Lucas serra sa main. « Et aujourd'hui, pour inaugurer ce centre, j'aimerais inviter mes 2 enfants pour une représentation.
Le public applaudit. Manon et Lucas montèrent sur scène. La musique commença. Le même tango que cette nuit-là, 6 mois plus tôt. Manon commença à danser. Lucas, dans son fauteuil, l'accompagnait. Mais soudain, au milieu de la musique, Lucas agrippa les accoudoirs du fauteuil et se leva. Le public retint son souffle. Il fit un pas, tremblant, incertain, puis un autre, et encore un autre. Manon pleurait, mais elle n'arrêta pas de danser. Elle prit ses mains fermement et ils dansèrent ensemble, debout, l'un à côté de l'autre. Léo, en coulisses, tomba à genoux en sanglotant. Quand la musique se termina, il n'y avait pas un seul œil sec dans la salle. Lucas regarda son père. « Papa, j'ai réussi. » Léo courut sur scène, les serra tous les deux dans ses bras et là, devant tous, la famille Riva fut enfin complète.